L'ultime partie d'échecs. La vengeance de Catherine Rostova. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand il, l'ornement le plus précieux d'un homme, devient son plus grand bourreau? Dans les gratte-ciels de Madrid, où l'air vaut plus par mètre cube que le salaire annuel de beaucoup, se tramait une histoire de trahison, de luxe et d'une vengeance aussi froide que l'acier de Tolède. Préparez-vous à rencontrer Catherine Rostova, une femme qui, comme l'Alhambra elle-même, cachait secrets et stratégies derrière une façade de beauté sereine. La salle de conférence du 30e étage, en plein Paseo de la Castellana, avait un air aussi stérile que le bloc opératoire le plus aseptisé. C'était un sanctuaire du pouvoir corporatif, conçu par un studio de design d'intérieur madrilène pour projeter l'invincibilité. La table, une dalle d'acajou noir poli de 12 mètres, reflétait le ciel sombre de Madrid comme un miroir obscur. Les chaises étaient en cuir souple cousu main. Sur les murs, d'imposantes œuvres d'art abstrait, un Goya moderne, des œuvres qui n'étaient pas faites pour être appréciées, mais pour être possédées. Il poussa les papiers sur l'immense étendue d'acajou. Sa montre Richard Mille, de 50 000 €, étincelait sous la lumière. Signe. Catherine. Sa voix était ennuyée, un ordre donné à un domestique. C'était Marcus Thorne, le fondateur de Thorne Capital, un géant du capital investissement connu pour ses tactiques de vautour impitoyables. Un homme qui ne demandait pas. Il dictait. Ses avocats, une rangée de costumes gris identiques de Skadden Arps, observaient. Ils voyaient une épouse trophée, sur le point d'être jetée, mais ils ne virent pas sa main. Elle était ferme. Ils ne virent pas ses yeux. Ils étaient clairs. Et ils ne virent certainement pas le sourire qui apparut sur ses lèvres alors qu'elle prenait le stylo. Catherine Brown, bientôt de nouveau Catherine Rostova, un nom de famille qu'elle n'avait pas utilisé depuis une décennie, était assise à une extrémité. Elle se sentait incroyablement petite, mais elle avait appris à projeter. Aujourd'hui, elle n'était pas la fille tremblante que Marcus avait découverte. Elle portait une simple robe fourreau bleu marine de The Row. C'était élégant, anonyme, et le plus important, elle l'avait acheté elle-même avec l'une des rares cartes de crédit qu'il ne surveillait pas. Ses cheveux blonds, tirés en un chignon sévère. Pas un bijou, sauf la fine montre en or que son père lui avait donnée, celle que Marcus avait toujours essayé de remplacer par une babiole incrustée de diamants de quartier. À l'autre bout, flanqué de son équipe juridique, se trouvait Marcus Thorne. Marcus était un titan, ou c'est ainsi que les magazines financiers l'appelaient. Beau d'une manière cruelle et anguleuse, son costume sur mesure d'Anderson & Shepherd lui allait comme une seconde peau. Il exsudait une aura d'arrogance si profonde qu'elle semblait faire baisser la température de la pièce. Son avocat principal, David Cobray, associé senior chez Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, glissa l'accord de divorce final sur la table. Cobray était le meilleur. Un homme qui ne discutait pas de loi. Il discutait de levier. « Madame Thorne », commença Cobray, de sa voix de baryton douce et coûteuse. « Nous pensons que vous le trouverez équitable. En fait, il est significativement plus généreux que ce que dicte l'accord prénuptial. » Catherine ne le regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur Marcus. Il consultait déjà son téléphone, ennuyé par la procédure. Il était déjà passé à autre chose. Sa nouvelle petite amie, une mannequin de 22 ans, l'attendait probablement dans le hall de son nouveau penthouse. « Équitable ?» répéta Catherine d'une voix douce. Le mot resta suspendu dans l'air. Cobray s'éclaircit la gorge, percevant un problème. Un paiement unique de 5 millions d'euros. L'appartement dans le quartier de Salamanca. Et bien sûr, l'accord de confidentialité
est absolu et contraignant à perpétuité, dans tous les univers connus et futurs. Il faillit sourire devant sa propre envolée juridique. 5 millions d'euros. Pour n'importe qui d'autre, une fortune. Pour Marcus Thorne, c'était ce qu'il trouvait entre les coussins de son canapé. Sa propriété principale à La Moraleja valait 80 millions d'euros. La maison de plage à Marbella, 45 millions. L'art qu'elle regardait, facilement 100 millions. Sa valeur nette était estimée à 12,4 milliards d'euros. Vous m'offrez 0,4% de sa richesse, dit Catherine, sans cesser de regarder Marcus. Le masque professionnel de Cobray se contracta. Vos contributions au mariage, bien qu'appréciées, n'étaient pas financières, Madame Thorne. Le contrat prénuptial est inébranlable. C'est un cadeau. Finalement, Marcus leva les yeux. Ses yeux bleus aussi froids que la tour de verre dans laquelle ils étaient assis. Signe, Catherine. Ne sois pas ennuyeuse. Tu étais chercheuse chez Sotheby's quand je t'ai rencontrée. Tu cataloguais la vie des autres. Je t'ai donné une vie. Maintenant, je te la reprends. Prends l'argent et va-t'en. Le mépris était là. La cruauté désinvolte qui était devenue tout son monde. Pendant 10 ans, elle y avait été son joli petit ornement. Il avait loué sa beauté, sa grâce, lors de ses interminables galas au musée du Prado ou au Thyssen, sa capacité à parler 4 langues et à charmer ses investisseurs internationaux. Mais il avait systématiquement écarté son intellect. Il avait oublié qu'elle avait un double doctorat en histoire de l'art et en économie forensique de l'Université de Salamanque. Il avait oublié que pour cataloguer l'art, il faut d'abord comprendre la valeur. « C'est une offre généreuse, Marcus, » dit-elle. Sa voix était ferme. Marcus se renversa dans son siège, triomphant. Il pointa les papiers. Alors, signe. J'ai une réunion à 1h chez Percé. Catherine ignore le stylo. 5 millions. C'est bien. Cobray se détendit. Les avocats de Skadden Arps se détendirent. Mais, continua-t-elle, je veux une chose de plus. Une babiole pour sa valeur sentimentale. Marcus soupira, agacé. Quoi? Le collier Cartier. Le diamant, c'est bon. Dis à mon assistant que... Non, dit Catherine. Elle mit la main dans son simple sac en cuir et sortit une feuille de papier soigneusement pliée. Ce n'était pas un document de son propre avocat de second rang, qui était pâle et silencieux à côté d'elle. C'était un document qu'elle avait rédigé. Elle le glissa sur la table. « Je veux ça. » Cobray le prit, ses yeux le scrutant. Son front se plissa de confusion. C'est un document de transfert d'actifs pour une LLC à actif unique. Trident Holdings LLC. Il regarda Marcus. Est-ce que l'une de vos sociétés écrans, l'actif listé est une voiture? Marcus, qui regardait son téléphone, se figea. Il leva la tête brusquement. L'ennui avait disparu. Le sang quitta son visage, ne lui laissant qu'une pâleur cireuse. « Qu'as-tu dit? » murmura-t-il. Catherine soutint son regard. La première trace d'un sourire apparut. « Trident Holdings. Elle est enregistrée aux îles Caïmans. Elle possède un actif. Une Pagani Huayra Roadster de 2017. Celle faite sur mesure. Celle que tu appelles le Trident. Je la veux. Les 5 premières années avaient été un tourbillon de luxe impossible. Marcus Thorne n'avait pas seulement courtisé Catherine Rostova. Il l'avait acquise. Elle travaillait dans la recherche de provenance chez Sotheby's, une universitaire à l'esprit brillant et une armoire remplie de vêtements basiques. Il était une force de la nature, un client enchérissant pour un Cézanne. Il l'avait invité à dîner pour discuter de la pièce. Au dessert,
il discutait déjà de son avenir. Il l'avait entraîné dans un monde de jets privés, de voyages spontanés au lac de Sanabria et de sièges au premier rang à la Fashion Week de Milan. Il lui acheta une nouvelle garde-robe. Il lui apprit quel créateur porter. Loro Piana pour la journée, Oscar de la Renta pour le soir. Et quels artistes mentionner? Elle était intelligente. Elle apprenait vite. Elle devint l'épouse Thorne parfaite. Mais la culpabilité commença à surgir. Marcus n'était pas un partenaire. Il était un curateur. Il sélectionnait ses amis, son agenda, ses opinions, son doctorat en économie. Adorable, l'avait-il appelé. Mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter des chiffres, chérie. J'ai des gens pour ça. Il l'isola. Ses amis universitaires s'évanouirent, intimidés par les gardes armés du domaine. Sa famille, humble et travailleuse, fut traitée comme une nouveauté, puis écartée. Elle était seule, entourée de personnel, dans une maison-musée de 3000 mètres carrés. La cruauté, au début, fut subtile. Il la corrigeait devant ses puissants amis. Catherine voulait dire. Il commençait, l'interrompant. Il sapait son travail caritatif, changeant la fondation qu'elle avait choisie à la dernière minute pour une de sa propre préférence. Puis vint l'infidélité. Elle était aussi désinvolte et fréquente que ses opérations boursières. Elle trouvait des reçus des bungalows de l'hôtel Ritz ou une boucle d'oreille perdue, tellement cliché, dans la poche de son smoking. Quand elle l'avait confronté pour la première fois, il n'avait même pas nié. « Catherine, ne sois pas provinciale », s'était-il moqué en ajustant sa cravate. « Je suis un homme aux appétits significatifs. Cela ne signifie rien. C'est juste de la friction. Tu es ma femme. C'est une position, un titre. Comporte-toi en conséquence. » Elle s'était effondrée. Elle passa des semaines et des jours à pleurer dans une maison si grande que personne ne pouvait l'entendre. Elle envisagea de partir. Elle rencontra même une avocate, une femme aimable, qui, en voyant l'accord prénuptial, pâlit. « Catherine, » avait dit l'avocate doucement. « Ceci a été rédigé par Wachtel. Ce n'est pas un prénuptial. C'est une déclaration de reddition inconditionnelle. Il l'a conçu pour te laisser sans rien. Ses actifs sont bloqués dans un réseau byzantin de fiducies offshore et de LLC qui sont complètement isolés des réclamations matrimoniales. La clause d'infidélité, en réalité, est inversée. Elle stipule que toute perturbation émotionnelle ou scandale public causé par toi annulerait ton accord. Si tu fais une scène, tu obtiendras 0. Tu gardes tes vêtements. Et c'est tout. Catherine était retournée dans la prison du domaine. Elle était piégée. Vaincue, le point de bascule n'arriva pas avec fracas. Il arriva un mardi. Soi-disant, Marcus était à Hong Kong. Catherine était dans la bibliothèque, essayant de lire quand elle entendit un rire familier venant de la maison de la piscine. Un rire féminin aigu. Elle marcha sur la pelouse impeccablement entretenue. Les lumières étaient allumées. À travers les portes vitrées, elle le vit. Marcus, qui n'était pas du tout à Hong Kong, servait du champagne. Avec lui, une jeune fille en bikini. C'était sa cousine, Anya, 19 ans, à qui elle avait payé le voyage depuis l'Europe pour qu'elle goûte à la belle vie, pour l'aider avec ses demandes d'université. Catherine resta figée alors que Marcus l'embrassait. Pas un petit baiser, un baiser profond, prolongé, possessif. Alors, il vit Catherine à travers la vitre. Il ne broncha pas. Il ne s'écarta pas. Il serra sa cousine plus fort, leva son verre en un toast et sourit. Ce ne fut pas la trahison qui la brisa. Ce fut le manque de respect, le pur et profond mépris. Il ne l'avait pas seulement trompée. Il avait profané la dernière chose bonne et simple de sa vie, sa famille.
quelque chose en Catherine ne se brisa pas seulement. Cela s'endurcit. La femme qui pleurait mourut sur la pelouse cette nuit-là. Les larmes séchèrent, remplacées par une concentration froide, claire, dure comme le diamant. Il pensait qu'elle était une jolie idiote. Il pensait qu'elle était un ornement. Il avait oublié qu'elle était une chercheuse. Il avait oublié qu'elle avait un doctorat pour détecter exactement où et comment se cache la valeur. Catherine fit demi-tour. Elle retourna à la maison principale. Elle alla directement dans son bureau privé, où il lui était interdit d'entrer, et s'assit à son bureau. « Très bien, Marcus, » murmura-t-elle à la pièce vide. « Tu as des gens pour les chiffres, mais moi aussi. » Sa guerre commença. Au cours des 18 mois suivants, Catherine Brown vécut une double vie. Pour Marcus et son monde, elle était l'épouse parfaite et placide. Elle était plus belle, plus sereine, plus attentive que jamais. Elle planifiait ses fêtes, charmait ses investisseurs et agissait comme une femme qui avait accepté sa cage dorée. Marcus, voyant sa nouvelle obéissance, s'ennuya et devint encore plus négligent. Il laissa ses ordinateurs portables ouverts, son serveur privé sans surveillance. Il la voyait comme un meuble, et on ne cache pas des choses à une chaise. Mais la nuit, quand la maison de 3000 mètres carrés devenait silencieuse, Catherine travaillait. Son doctorat en économie forensique ne concernait pas seulement l'or. Il s'agissait de traquer l'argent sale, de comprendre les sociétés écrans et de trouver les empreintes numériques dans les transactions illicites. Une fois, elle avait tracé un Caravage volé à travers 3 continents, suivant le murmure des données depuis des comptes bancaires suisses jusqu'à des cabinets d'avocats panaméens. La structure corporative de Marcus Thorne était une forteresse, mais il avait commis une erreur. Il a supposé que la forteresse n'avait besoin de le protéger que de l'extérieur. Catherine était déjà à l'intérieur. Elle commença dans son bureau. Il utilisait un serveur avec verrouillage biométrique de dernière génération pour ses affaires de Thorne Capital. Elle ne pouvait pas toucher à ça. Mais pour son empire personnel, le réseau d'actifs cachés au fisc, à la Commission nationale du marché des valeurs, CNMV, et à sa femme, il utilisait un serveur privé séparé, caché derrière un faux panneau dans la bibliothèque. Il pensait être intelligent. Cela lui prit 3 semaines pour passer le premier pare-feu. Elle utilisa l'ingénierie sociale. Elle l'observa. Son mot de passe, elle raisonna. Il serait basé sur l'ego. Essaya-t-elle son anniversaire? Non. Son premier accord d'1 milliard de dollars? Non. Le nom de sa première entreprise? Non. Puis elle essaya le numéro de série de sa première voiture, une Ferrari 200 de 1952, qu'il avait achetée lors d'une vente aux enchères records. Accès accordé. Le serveur s'ouvrit, et Catherine se retrouva dans un terrier de lapins, d'une corruption stupéfiante. C'était pire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Marcus n'était pas seulement un capitaliste vautour impitoyable, c'était un criminel. Elle trouva des feuilles de calcul détaillant un stratagème qu'elle nomma mentalement « Projet Atlas ». Marcus était de mèche avec un réseau de commerçants internationaux pour gonfler artificiellement, puis vendre à découvert des actions pharmaceutiques. Il gonflait et vendait à découvert, par essence, des médicaments qui sauvaient des vies. Il trouvait une entreprise de biotechnologie prometteuse. Il utilisait ses entités offshore pour acheter discrètement une position massive. Il finançait une fausse campagne de recherche pour faire la publicité d'un nouveau médicament. Et puis, au sommet, il vendait les actions et vendait simultanément à découvert en publiant un deuxième rapport indiquant que les essais du médicament avaient échoué. Il ne gagnait pas seulement des millions,
Il détruisait des entreprises et, ce faisant, les espoirs de personnes malades. Il jouait avec des vies. Les mains de Catherine tremblaient, mais pas de peur, de rage. Cela allait au-delà de sa propre humiliation. C'était monstrueux. Elle commença à tout copier. Elle acheta une série de disques durs SSD cryptés et impossibles à tracer. Nuit après nuit, elle téléchargeait des courriels, des messages cryptés d'une application sécurisée appelée Signal, des confirmations de virements bancaires et des livres de comptes secrets. Elle compila le tout dans une collection méticuleusement organisée qu'elle appela le dossier Anya, un petit rappel de ce qui avait déclenché tout cela. Elle avait besoin de trouver son levier. Si elle le publiait simplement, Marcus serait détruit, mais ses avocats l'y liraient. Ils prétendraient qu'elle était une épouse mécontente fabriquant des preuves. Elle avait besoin de quelque chose qui prouverait son cas, quelque chose qui la sortirait de là, et quelque chose qui le punirait d'une manière qu'il comprendrait. Elle creusa plus profondément, traçant le flux d'argent du projet Atlas. C'était un labyrinthe. L'argent coulait de Thorn Capital vers une fiducie au Liechtenstein, puis vers une banque à Chypre. Puis il se divisait en une douzaine de comptes plus petits avant d'atterrir finalement dans une série de sociétés-écrans anonymes aux îles Caïmans. Et un nom continuait d'apparaître encore et encore. Trident Holdings LLC semblait être son fonds personnel, la destination finale. Elle chercha dans le registre du commerce des Caïmans. Trident Holdings était enregistré comme une entité à actif unique, dont le but était de posséder et d'entretenir des véhicules de luxe pour collectionneurs. Catherine sourit. Elle savait exactement quel véhicule. Le Trident, c'était son enfant. Une Pagani Huayra Roadster unique en son genre de 4 millions d'euros, avec une carrosserie en fibre de carbone faite sur mesure et un intérieur cousu de fils de platine. Il avait pris l'avion pour l'Italie une demi-douzaine de fois pour superviser sa création. Pour lui, ce n'était pas juste une voiture. C'était un symbole de sa virilité, de son pouvoir, de son bon goût. Il l'aimait plus que tout être humain. Elle continua de creuser et trouva ensuite la pièce finale et dévastatrice du puzzle. Trident Holdings n'avait pas seulement la voiture était la couverture. Au cours des 6 derniers mois, alors que le projet Atlas atteignait son apogée, Marcus avait commencé à canaliser les profits de la fraude vers le compte bancaire de la LLC, utilisant l'entretien et le transport de la voiture comme couverture pour des virements bancaires massifs de millions d'euros. La LLC, qui détenait légalement son jouet préféré, était aussi le dépôt principal de plus de 200 millions d'euros en argent liquide illicite. Marcus, dans son arrogance suprême, avait uni ses 2 choses préférées, son ego et son argent volé. Il avait caché ses crimes à la vue de tous, déguisé en son passe-temps le plus ostentatoire. Catherine se recula de l'écran brillant. Le soleil se levait sur le domaine, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Elle l'avait. Elle le tenait. Elle n'avait pas seulement un levier pour un divorce. Elle avait une bombe nucléaire. La question était de savoir comment l'utiliser. Elle ne voulait pas seulement de l'argent. Elle avait vu ce que l'argent faisait. Elle voulait la justice. Et elle voulait voir l'expression de son visage quand l'ornement qu'il avait méprisé démantèlerait tout son monde. Elle ferma l'ordinateur portable, monta les escaliers et se coucha à côté de son mari endormi. Elle ne dormit pas. Elle resta simplement là, à l'observer, et pour la première fois en une décennie, elle sourit. Le silence dans la salle de conférence de Wachtell Lipton n'était plus stérile.
Il était toxique. Il s'étira pendant 10 secondes, puis 20. David Cobray, l'imperturbable requin juridique, regardait le document de transfert d'actifs d'une page comme s'il était écrit en sumérien ancien. « Trident Holdings », répéta Cobray, son esprit juridique à toute vitesse, essayant de trouver le piège. « Monsieur Thorne, quel est cet actif? Il n'est pas dans le bilan matrimonial que vous avez fourni. » Marcus Thorne était rigide. Son visage était un masque de fureur polie. Il avait bâti un empire sur le principe de ne jamais être surpris. Et sa femme, son trophée, venait de l'aveugler dans une salle pleine de ses propres avocats multimillionnaires. « C'est une société holding », dit Marcus, sa voix dangereusement basse. « Une babiole, comme elle l'a dit. Elle contient une voiture. » « Une voiture? » Cobray sembla soulagé. « Juste une voiture, Madame Thorne. Monsieur Thorne, nous pouvons facilement attribuer une valeur au véhicule et l'ajouter à votre accord. Une Pagani de 2017. Disons 3,5 millions d'euros. Valeur de marché généreuse. » Il cherchait déjà son stylo pour modifier le document principal. « Non, » dit Catherine, sa voix toujours calme, mais qui coupait maintenant la pièce comme un scalpel. « Je ne veux pas la valeur. Je veux la LLC. Je veux l'actif. » Cobray s'arrêta. C'était irrégulier. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Transférer une entité offshore est complexe. C'est un cauchemar fiscal. Ça n'a pas de sens. Pourquoi voudriez-vous l'entreprise? Prenez simplement la voiture. Parce que j'aime le nom, dit Catherine légèrement. Marcus craqua. « Arrête de jouer, Catherine. Que veux-tu? »« Je te l'ai dit, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je veux Trident Holdings. Tu signes ce papier. Je signe ceux-ci. C'est aussi simple que ça. » Cobray regarda son client. « Marcus, y a-t-il un problème? C'est juste une voiture. Laisse-la garder la maudite voiture. Laisse-la garder la LLC. C'est une concession de 13 milliards d'euros pour conclure l'affaire. C'est une erreur d'arrondi. » Mais Marcus ne regardait pas Cobray. Il regardait Catherine, une horreur répugnante et croissante se répandant sur ses traits. Il comprit. Il ne savait pas comment elle savait, mais il savait qu'elle savait. « Que sais-tu de cette entreprise? » grogna-t-il. « Je sais que c'est là que tu gardes ton jouet préféré, » dit Catherine. « Marcus, » interrompit Cobray, sa voix se durcissant. « Y a-t-il quelque chose à propos de cet actif que tu devrais savoir? Tu nous as fourni une divulgation financière complète et franche. Si cette Trident Holdings contient d'autres actifs que tu n'as pas révélés. » L'alarme de faute professionnelle juridique sonnait dans la tête de Cobray. Il avait bâti sa réputation sur l'honnêteté de ses clients. Du moins, leur honnêteté avec lui. « Ce n'est rien, » lança Marcus. « C'est une entité propre. Elle contient la voiture. C'est tout. » Il mentait. Et c'était un menteur terrible. Il n'avait jamais eu à être bon à ça. D'habitude, il passait simplement en force. « Alors signe, » dit Catherine. « C'est du chantage, » lâcha l'un des plus jeunes avocats de Skadden. L'avocate de Catherine, Rebecca Shaw, une force tranquille et impitoyable que Catherine avait engagée dans un petit cabinet de litige, parla enfin. « Ce n'est pas du chantage, collègue, » dit Rebecca, sa voix nette. « C'est une contre-offre. Ma cliente est prête à renoncer à toutes les réclamations sur un patrimoine de milliards d'euros en échange de cette unique et inutile LLC. Une LLC dont vous venez de confirmer officiellement qu'elle ne contient rien de plus qu'un véhicule qui se déprécie. Je dirais que c'est l'affaire du siècle pour M. Thorne. Le piège était tendu. C'était parfait. Si Marcus signait, il remettait à Catherine les clés de tout son royaume criminel. Il lui donnait le compte bancaire avec 200 millions d'euros. S'il refusait de signer, il admettrait,
devant toute son équipe juridique, qu'il avait menti. Que la LLC n'était pas juste une voiture, qu'il avait caché des biens conjugaux et commis un parjure dans ses déclarations financières. Il invaliderait toute la procédure de divorce, invaliderait le prénuptial et s'ouvrirait à un audit forensique judiciaire complet et invasif de tout son empire. Et Cobray, pour sauver sa propre réputation, serait le premier à insister pour cela. Marcus Thorne était coincé entre la ruine et l'anéantissement. Il regarda Catherine, la femme qu'il avait appelée son petit ornement pendant une décennie. Son expression était calme, sereine et complètement illisible. « Tu, » murmura-t-il, sa voix épaisse d'une haine si puissante qu'elle était presque physique. « Bon sang !» Catherine ne broncha pas. « On m'a traité de pire que ça, principalement toi dans ta propre maison. » Elle prit le coûteux stylo plume plaqué or au centre de la table. Elle enleva le capuchon et le plaça soigneusement à côté de la page de signature de son accord. « Les miettes. Signe mon papier, Marcus, » dit-elle. « Ou nous pouvons demander à M. Cobray de programmer la déposition de ses experts comptables. Et tant qu'on y est, nous pouvons citer les fichiers du projet Atlas. Je suis sûr que la CNMV serait fascinée de connaître tes aventures biotechnologiques. » La tête de David Cobray se tourna vers Marcus. « Projet quoi? » La couleur quitta le visage de Marcus. Il était blanc. Il était fini. « Où est le dossier, Anya? » siffla-t-il, sa voix à peine audible. Le sourire de Catherine s'élargit. « Anya, ma cousine. Je ne sais pas de quoi tu parles, Marcus. Je ne suis qu'une femme simple qui veut la voiture de son mari pour des raisons sentimentales. Maintenant, signe. » D'une main tremblante, Marcus Thorne prit le stylo. Il regarda le document de transfert d'actifs. Toute sa vie, son empire de 12 milliards d'euros, sa réputation, sa liberté, tout en équilibre sur la pointe de ce stylo. Il regarda ses avocats, leur visage un mélange de confusion et de panique croissante. Il regarda Catherine, ses yeux aussi froids et brillants que les diamants dont il l'avait autrefois orné. Le claquement de la pointe du stylo sur le papier fut le son le plus fort que Catherine eût jamais entendu. Il signa son nom. Marcus A. Thorne. La signature était irrégulière, furieuse, une blessure sur la page. Il jeta le stylo. Il glissa sur l'acajou et tomba au sol. Catherine prit tranquillement le transfert signé. Elle vérifia la signature et la remit à son avocate, Rebecca, qui la rangea dans un porte-document avec un clic professionnel silencieux. Ensuite, Catherine ramassa le stylo plume par terre. Elle prit l'accord de divorce et signa son nom. Catherine Brown Rostova. Elle poussa la pile de papier vers David Cobray. « Ce fut un plaisir, messieurs, » dit-elle en se levant. Catherine ajusta la sangle de son sac à main sur son épaule. Elle et Rebecca Shaw commencèrent à marcher vers la porte. « Attends, » dit Marcus. Sa voix était creuse. Catherine s'arrêta, sa main sur la lourde poignée en bronze de la porte, mais elle ne se retourna pas. « Le dossier, » dit-il. « Le dossier, Anya. Donne-le-moi. » Maintenant, nous avions un marché. Catherine se tourna lentement. Elle le regarda. Pas avec haine, ni même avec pitié, mais avec une sorte de curiosité distante. La façon dont un scientifique pourrait regarder un échantillon dans un bocal. « Quel dossier, Marcus? Celui des virements bancaires vers Chypre? Les registres cryptés de Signal avec tes partenaires commerciaux à Singapour? Les feuilles de calcul détaillant l'arnaque de gonfler et vendre du projet Atlas? Celui qui contient de l'enregistrement audio de toi au téléphone avec le sénateur Garcia, lui promettant un don très généreux en échange de la paralysie de l'enquête du ministère de la Santé?
Ce dossier, David Cobray semblait sur le point de vomir physiquement. Il s'éloignait déjà de Marcus, comme s'il était porteur de la peste. « Marcus, qu'est-ce qu'elle a? Qu'as-tu fait? » Marcus l'ignora, ses yeux fixés sur Catherine. « Donne-le-moi. »« Oh, Marcus, » dit Catherine, et elle éclata de rire. Ce n'était pas un son joyeux, c'était un son de libération pure et sans mélange. « Tu crois toujours que c'est une négociation? Tu crois toujours que tu as le contrôle? » Elle fit un pas en arrière vers la table. « Tu crois que c'était pour l'argent? Tu crois que j'ai traversé tout ça juste pour 200 millions d'euros? J'ai vécu dans ta maison pendant 10 ans, Marcus. J'aurais pu détourner ce montant du budget de nettoyage si j'avais voulu. » Elle se pencha, appuyant ses mains sur la table polie, se rapprochant de lui. « Ça, » dit-elle, baissant la voix en un murmure. « C'était pour la justice. C'était pour les familles qui ont perdu leurs économies parce que tu as détruit leur entreprise dans l'oubli. C'était pour les patients qui sont morts en attendant un médicament que tu as détruit pour un jour de paye. C'était pour moi, la petite idiote charmante que tu as humiliée pendant une décennie. Et c'était pour ma cousine de 19 ans, dont tu as essayé de ruiner la vie juste pour m'embêter. » Le fichier étouffa. Le fichier. Catherine se redressa. Le dossier Anya a été remis par courrier sécurisé à 2 endroits il y a 4 heures. Au moment où mon avocate a confirmé ton virement bancaire pour l'accord initial de 5 millions d'euros, les miettes étaient en dépôt. Les paquets ont été envoyés. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent d'une pure terreur incompréhensible. « Une copie, » continua Catherine en levant un doigt, « était pour la CNMV, à la division de la conformité. Je pense qu'ils seront très intéressés par le projet Atlas. J'ai même inclus un organigramme utile. » Elle leva un deuxième doigt. « Et la deuxième copie, celle avec les détails vraiment croustillants sur le sénateur Garcia et les contributions illégales à la campagne. Celle-là est allée au parquet de l'Audience nationale. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais le nom de Manuel Moek me vient à l'esprit. Il a une réputation merveilleuse pour traiter la corruption de Wall Street. » Marcus Thorne cessa de respirer. Il n'était plus un multimilliardaire. Il était un homme dans une cage et les barreaux venaient de se refermer brutalement. Il ne pouvait pas former les mots. « Ce que tu viens de signer, » dit Catherine, pointant le papier dans le porte-document de Rebecca. « Ce n'était pas un marché, ce n'était pas du chantage, c'était un cadeau d'adieu. Vois-tu, je savais que les fédéraux finiraient par geler tous tes actifs. Tous. Les maisons, l'art, les comptes bancaires et ces 200 millions d'euros dans la LLC Trident. C'est une preuve. Ce n'est plus là. Ils le confisqueront demain matin. » Elle sourit, ce sourire dévastateur revenant avec toute sa force. « Mais ce n'est pas une société de saisie. Ils se fichent de la voiture. Et comme tu m'as si gentiment cédé la LLC et que je viens de présenter le transfert de titres au registre des Caïmans via le portail crypté de mon avocate, la Pagani est à moi. La seule chose de valeur qui te reste au monde, que les fédéraux n'auront pas. » Elle l'avait fait. Elle avait brûlé tout son empire corrompu jusqu'aux fondations. Elle lui avait tout pris. Son argent, sa liberté, sa réputation. Et en échange, elle lui avait laissé un accord de divorce de 5 millions d'euros. Et elle avait emporté son jouet préféré. « Tu es ruiné, Marcus, » dit-elle simplement. « Tu es juste le dernier à le savoir. » Elle se retourna et sortit de la salle de conférence. Rebecca Shaw la suivit, fermant doucement la porte derrière elle, laissant Marcus Thorne seul dans sa tour de verre, avec ses avocats en panique à 2000 € de l'heure, écoutant le son distant
et de plus en plus proche des sirènes. Le trajet en ascenseur, depuis le 30e étage, fut un vide. La boîte silencieuse aux panneaux de bois descendit et Catherine sentit le changement de pression non seulement dans ses oreilles, mais dans sa propre âme. La salle de conférence du 30e étage, avec son silence toxique et pressurisé d'égos en guerre, avait été un champ de bataille. Cet ascenseur était un sas de décompression. À ses côtés, Rebecca Shaw était complètement immobile, son regard fixé sur les chiffres brillants qui descendaient. Son visage, qui avait été un masque d'acier fiscaliste là-haut, était maintenant pâle, l'adrénaline disparaissant, laissant seulement un étonnement profond et vibrant. Les portes tintèrent doucement, un son poli, et presque comique après l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elles s'ouvrirent sur le vaste et caverneux hall de la tour de la 51e rue. C'était une cathédrale de marbre aux veines grises et de très hauts ficus sans vie. Des hommes et des femmes en costumes coûteux passaient précipitamment, les yeux rivés sur leur téléphone. Leurs esprits aux affaires et aux réunions, inconscients du fait que l'un de leurs dieux venait d'être abattu du ciel. Catherine et Rebecca marchèrent à l'unisson, leurs talons faisant un rythme net et constant sur la pierre polie. Elles s'arrêtèrent près des portes tournantes, une petite île de calme dans le courant pressé de la haute finance. « Eh bien, » dit Rebecca à voix basse, elle ajusta le lourd porte-document en cuir qui contenait le morceau de papier le plus cher de Madrid. C'était, elle chercha le mot, biblique. J'ai vu des opas hostiles. J'ai vu des attaques corporatives. Ce que vous venez de faire, mademoiselle Rostova, c'était un changement de régime. Vous avez été essentielle, Rebecca. Vous n'avez jamais bronché, dit Catherine en se tournant vers elle. Rebecca hocha brièvement la tête. Le professionnalisme était revenu, un bouclier remis en place. À partir de ce moment, notre privilège avocat-client est une forteresse. Mais je vais à mon bureau. Je vais prendre chaque morceau de communication numérique et physique que nous avons partagé, et je vais le faire incinérer professionnellement. Mes honoraires ont été payés intégralement depuis le compte de dépôt. Nos communications n'ont jamais existé. Je comprends, dit Catherine. À toutes fins utiles, continua Rebecca. J'étais une simple avocate de divorce qui a négocié un accord modeste contre un prénuptial inébranlable. Vous êtes une cliente dont je ne reparlerai jamais. Me comprenez-vous? Parfaitement. Bien. Rebecca lui tendit une main. Sa poigne était ferme, sèche et forte. Je ne sais pas où vous allez, mademoiselle Rostova, mais je soupçonne que vous réussirez très bien. De même, Rebecca. Elles se lâchèrent. C'était une dernière reconnaissance silencieuse. Deux alliés dans une guerre secrète qui dissolvaient maintenant leur pacte. Rebecca Shaw tourna à gauche, ses talons censés claquant vers l'entrée du métro, disparaissant de nouveau dans le monde du travail anonyme. Catherine tourna à droite. Elle poussa le lourd verre de la porte tournante, et la ville la frappa. L'air n'était pas l'atmosphère stérile, filtrée et à température contrôlée de la tour de Marcus. C'était réel. C'était net, frais et vivant, avec une odeur de bretzel humide, d'échappement de diesel et le doux arôme de noix grillées d'un chariot de rue. Pendant 10 ans, elle s'était déplacée dans cette ville, dans la bulle blindée d'une Maybach avec chauffeur. Maintenant, ses pieds étaient sur le trottoir. Elle était simplement une autre femme, avec une robe bleu marine. Et l'anonymat était la sensation la plus enivrante et luxueuse qu'elle eût jamais connue. Elle n'appela pas de taxi. Elle marcha. Elle marcha 2 pâtés de maison vers le sud et un pâté de maison vers l'est. Son pas rapide et décidé
Elle arriva à l'entrée discrète et sans marque du garage souterrain privé. C'était moins un garage qu'un coffre-fort de banque, une forteresse de béton climatisé, où Marcus gardait ses voitures de ville, les véhicules trop rares et chers pour être laissés au domaine. Elle appuya sur l'interphone. Un instant plus tard, un bourdonnement retentit et une lourde porte en acier sans fenêtre glissa pour s'ouvrir. Elle descendit la rampe en béton vers l'espace calme et brillamment éclairé. C'était silencieux, sauf pour le bourdonnement de la ventilation industrielle. Une rangée de bêtes endormies reposait sous des housses de soie, faites sur mesure. Une Rolls-Royce Phantom noire, une Aston Martin DB11 argentée, une Ferrari 275 GTV vintage en rouge classique. Le gardien, un homme d'une 50aine d'années, nommé Miguel, sortit de sa petite cabine en verre, s'essuyant les mains avec un chiffon. Il sembla surpris, puis nerveux. Catherine n'était jamais ici, et elle n'était jamais ici seule. « Bonsoir, Madame Thorne », dit-il, avec un ton de prudence dans sa voix. C'était un homme bon. Un homme que Marcus traitait comme un meuble. Un homme dont Catherine avait toujours pris soin de demander des nouvelles de ses enfants. « Je suis Mademoiselle Rostova maintenant, Miguel, » dit-elle. Sa voix aimable mais ferme. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom de jeune fille avec un étranger. Cela semblait solide. D'accord. Le front de Miguel se plissa de confusion. « Oh, Monsieur Thorne vient avec vous. Il n'a pas appelé. »« Non, il ne vient pas, » dit Catherine. Elle mit la main dans son simple sac en cuir. « Je crains que je ne sois plus un problème pour Madame Thorne. Et Monsieur Thorne ne sera pas un problème pour moi. » Elle sortit la seule télécommande qu'elle avait prise du tiroir du bureau de Marcus 3 mois plus tôt. Celle qu'il avait passé une semaine enragée à blâmer le personnel idiot de l'avoir perdu, et sortit le document de transfert d'actifs notarié et plié. « Je prends le trident aujourd'hui, Miguel, de façon permanente. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent, avec une peur authentique et soudaine. Il recula physiquement. « Mademoiselle Rostova, je ne peux pas. S'il vous plaît, vous connaissez la règle. Monsieur Thorne, personne ne peut toucher cette voiture. Cela me coûterait mon travail. S'il vous plaît, il ne peut pas, » dit Catherine doucement. « Il n'a plus d'autorité sur ce garage. Il n'a plus d'autorité sur toi. Et il n'a plus d'autorité sur moi. » Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle déplia simplement le document et le lui tendit. Miguel hésita, puis il le prit. C'était un homme qui garait des voitures, mais il vivait dans un monde de pouvoir. Il ne comprenait peut-être pas les complexités juridiques de Trident Holdings LLC, mais il sut 2 choses instantanément. L'imposant en-tête en relief de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et la signature furieuse, irrégulière et inconfondable de Marcus A. Thorne à la fin. Il regarda du papier à la télécommande dans son autre main, puis son visage. Il vit son regard calme et ferme. Il se souvint du nombre de fois qu'il avait dû nettoyer des verres de champagne et du rouge à lèvres taché de la Maybach. Il se souvint de la façon dont M. Thorne avait parlé à cette femme, un ton de mépris désinvolte et brutal qui faisait toujours se recroqueviller Miguel. La dynamique de pouvoir de tout son monde venait de s'inverser. Un sourire lent et complice se répandit sur son visage. C'était le sourire d'un homme à qui on venait de dire que la révolution était terminée et que son camp avait gagné. « Oui, madame, »
Mademoiselle Rostova, dit-il. Madame Thorne oubliée. Il lui rendit le papier. Toute son attitude changeait. Il n'était plus un serviteur nerveux. Il était un complice. Je vais l'amener tout de suite. Elle est dans la baie climatisée. Il se précipita, non pas vers l'étage principal, mais vers une lourde porte en acier isolée à l'autre bout du garage, qu'il ouvrit avec une clé séparée. La porte s'ouvrit avec un sifflement, révélant une pièce plus petite et privée. Catherine attendit. Un instant plus tard, elle l'entendit. Ce n'était pas le ronronnement poli d'une berline de luxe, c'était un rugissement profond, guttural et en colère. Le son d'une bête en cage qui se réveille. Le Pagani Huayra Roadster sortit de la baie. Sa carrosserie en fibre de carbone métallique et exposée semblait boire la lumière fluorescente et l'avaler tout entière. C'était une chose obscène et magnifique. Ce n'était pas une voiture. C'était une déclaration de profonde arrogance de 4 millions d'euros, une sculpture d'aérodynamisme et d'ego. Chaque ligne était agressive. Chaque ventilation et aileron fonctionnel. Elle semblait moins construite pour la route et plus conçue pour atteindre l'orbite. Elle ronronnait devant elle, le moteur Mercedes AMG V12 grognant, l'échappement quadruple émettant un baryton bas et menaçant qui vibrait dans la poitrine de Catherine. Miguel sortit et s'approcha d'elle, les yeux brillants. « Elle est avec le plein, mademoiselle Rostova. » Monsieur Thorne l'avait toujours prête. Il aimait la regarder. Il marcha vers le côté passager et ouvrit la spectaculaire porte papillon qui s'éleva comme une aile brisée. Puis, il contourna la voiture et lui ouvrit le côté conducteur. « Merci, Miguel, » dit-elle. Elle se glissa sur le siège conducteur. La cabine était un cocon d'aluminium brossé, de carbone exposé et de cuir cousu de fils de platine. C'était absurde, et cela sentait légèrement l'écrasante eau de Cologne de Marcus, une bouteille de 600 € de baccarat rouge 540. C'était la dernière trace de lui. Elle regarda l'instrumentation complexe, semblable à une horloge. Elle savait exactement quoi faire. Elle avait étudié le manuel en ligne pendant des semaines. « Une dernière chose, dit-elle à Miguel. » Elle pointa les 2 panneaux de toit en fibre de carbone fixés au-dessus d'elle. « Peux-tu m'aider à les enlever? » Le sourire de Miguel s'élargit. « Oui, madame. » Ensemble, ils décrochèrent les 2 panneaux légers. Catherine ne conduirait pas ceci dans une bulle scellée. Elle allait sentir le vent. Ils les rangèrent soigneusement dans le compartiment avant. La voiture était maintenant un pur roadster décapotable. Catherine s'assit de nouveau, ses mains agrippant le volant sculpté. Elle mit de simples lunettes de soleil Ray-Ban noires, celles que Marcus détestait, celles qu'il appelait « communes ». Elle regarda Miguel, qui se tenait là à l'observer avec une expression de pur délice sans mélange. Elle sortit une liasse de billets pliés de son sac à main. 5 billets de 100 €. Pour ta famille, Miguel, et pour ton silence, merci. Il prit l'argent, les yeux grands ouverts, et le mit dans sa poche. Bonne chance, mademoiselle Rostova, dit-il d'une voix sincère. Conduisez prudemment. Elle a beaucoup de punch. Oh, je sais, dit Catherine. Je compte là-dessus. Son pied, avec son simple talon bleu marine, toucha l'accélérateur. Elle ne l'enfonça pas. Elle le frappa juste. Le moteur hurla. Ce ne fut pas un rugissement. Ce fut un cri, une explosion de son primaire et violent qui rebondit sur les murs de béton, faisant vibrer les luminaires. C'était le son de 12 cylindres et de 4 millions d'euros de rage déchaînée. Catherine sourit un peu. Elle passa la vitesse. La transmission fit un clic, un son mécanique solide. Lentement, délibérément, elle lâcha le frein, et la voiture commença à rouler.
la fibre de carbone nue glissant sur le béton lisse. Elle se dirigea vers la rampe de sortie, le carré brillant et implacable de la lumière du jour, l'attendant au sommet. Elle montait de la tombe. La Pagani monta la rampe raide en béton, la note de son moteur V12 grognant se comprimant dans le tunnel étroit avant d'exploser vers l'extérieur. Un cri de guerre provocateur lancé contre le ciel de l'après-midi. La voiture fit irruption dans la 51e rue, un flou de fibres de carbone nues émergeant dans une mer de taxis jaunes et de voitures noires. La transition fut brusque. De la tombe froide et silencieuse du garage souterrain, elle se vit lancée dans l'assaut sensoriel complet du centre de Manhattan. Le soleil était aveuglant, se reflétant dans les canyons de verre des gratte-ciels environnants. L'air, maintenant que le toit était enlevé, se précipita sur elle, portant la symphonie chaotique de la ville. Des klaxons sonnants, une sirène distante, le grondement d'un bus qui passait. Mais le moteur de la Pagani, même à presque ralenti, étouffait tout. Un bourdonnement profond et menaçant, qui était un centre de gravité propre. Les piétons restèrent immobiles, les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Les gens sur le trottoir cherchaient leur téléphone, leur visage un mélange d'étonnement et d'incrédulité, essayant de capturer le vaisseau spatial d'1 million d'euros qui venait de se matérialiser dans leur monde. Catherine n'appuya pas à fond, ne fit pas crisser les pneus. Elle conduisit avec la même précision froide et parfaite qu'elle avait utilisée pour démanteler sa vie. Ses mains étaient fermes sur le volant en fibre de carbone. Elle introduisit la voiture dans le flux de la circulation, le moteur grognant une présence physique constante dans son dos. Elle navigua dans la circulation transversale, un requin glissant à travers un banc. De petits poissons. Elle conduisit un pâté de maison et tourna vers Park Avenue. Elle s'arrêta au feu rouge sur la 52e rue. Le feu était long et juste de l'autre côté de l'intersection se trouvait la tour. Ses yeux se levèrent de la route vers l'étincelante façade de verre sombre du siège de Marcus. Elle regarda au-delà du 10e étage, au-delà du 20e, jusqu'à la salle de conférence du 30e étage. Sa fenêtre, celle qui regardait vers le sud par le magnifique canyon de Park Avenue. Elle savait qu'il serait là. C'était une créature d'ego, et son ego aurait exigé qu'il observe. Il serait incapable de comprendre sa propre défaite, attiré vers la fenêtre comme un papillon vers une flamme, ayant besoin de voir l'impossible réalité de son ornement s'éloignant avec son prix. Et il était là, une petite silhouette sombre, rigide et immobile collée à la vitre. Même de 30 étages de haut, elle pouvait sentir la rage. C'était une chose palpable et palpitante, une énergie sombre qui irradiait de la tour, un cri primaire silencieux d'un roi qui venait d'être mis échec et mat par un pion. Il était piégé dans sa boîte de verre, son empire s'effondrant autour de lui, ses avocats se criant probablement déjà dessus à propos de fautes professionnelles et de divulgation complète. C'était un prisonnier voyant sa liberté s'éloigner. Catherine s'assit dans la cabine ouverte, son visage tourné vers le sien. Elle était exposée à l'air, à la ville, à lui. Elle ne se cacha pas. Elle voulait qu'il la voie. Qu'il la voie tranquille. Qu'il la voie au volant de la seule chose qu'il aimait, le symbole de 4 millions d'euros de son pouvoir illicite. Le même actif qu'il avait essayé de cacher. Le feu passa au vert. Catherine ne le regarda plus. Elle regarda devant elle. Elle appuya sur l'accélérateur. La Pagani bondit. Elle n'accéléra pas. Elle détonna. Le moteur de 700 chevaux hurla. Les pneus arrière mordirent l'asphalte.
et la force du lancement la colla au siège en cuir. Le son fut un glorieux et provocateur cri qui déchira le bourdonnement poli de Park Avenue. Un son de puissance pure et sans mélange. C'était le son de son pouvoir, maintenant le sien, et elle l'utilisait pour le laisser derrière elle pour toujours. Elle sortit en trombe par l'avenue, zigzagant entre le trafic avec la précision d'une économiste. 51e rue, 50e rue, 49e rue. Dans le petit et vibrant rétroviseur latéral, elle entrevit son propre reflet. Ses cheveux blonds, qui avaient été dans un chignon sévère et contrôlé, se défaisaient, arrachés par le vent, se précipitant dans la cabine ouverte. Des mèches s'agitaient sur son visage, piquant ses joues. Ses yeux, cachés derrière les communes Ray-Ban, étaient clairs et brillants. Et sur ses lèvres, il y avait un sourire. Ce n'était pas un sourire de joie, ni même de victoire euphorique. C'était un sourire de paix. Le sourire d'une enquêtrice qui, finalement, après 10 longues années, avait équilibré l'équation. Le sourire d'une architecte qui venait de faire un pas en arrière pour voir comment sa prison, parfaitement conçue et inéluctable, se refermait sur son occupant prévu. Elle ne conduisait pas vers le coucher du soleil. Elle ne conduisait pas vers un nouvel appartement dans le quartier de Salamanca. Elle conduisait directement vers le tunnel de la M30. La voiture, cette magnifique, vulgaire et belle machine, était la pièce finale du plan. Elle n'avait aucune intention de la garder. La conduire semblait comme s'asseoir dans sa propre peau. La faible et persistante odeur de son eau de Cologne Baccarat rouge, dans le cuir lui retournait l'estomac. Non, cette voiture n'était pas un trophée. C'était la dernière pièce intraçable de liquidité. Elle avait un acheteur. Un prince saoudien. Un homme qu'elle avait rencontré lors de l'un des galas obséquieux de Marcus. Un homme qui méprisait Marcus, mais qui convoitait ouvertement le trident. L'affaire avait été conclue il y a 2 mois, dans une série de messages cryptés. Un vol de fret privé était déjà réservé et attendait dans un hangar privé à l'aéroport de Barajas. Le virement bancaire de 4,2 millions d'euros. Une prime pour son histoire attendait déjà dans une nouvelle banque, sous un nouveau nom, dans un canton suisse qui ne posait pas de questions. Catherine Rostova n'était pas seulement une ex-épouse. Elle était une architecte. Elle avait conçu sa prison et avait conçu sa propre évasion, financée par sa propre arrogance. Alors qu'elle accélérait vers le tunnel, la magnifique silhouette de Madrid, reculant derrière elle, elle tendit la main et appuya sur un bouton de la complexe console. Le système stéréo privit. Il était réglé sur sa station, bien sûr. Une explosion de musique classique remplit la cabine. Les 4 saisons de Vivaldi. L'été. Elle monta le volume. À fond. Les frénétiques et orageuses cordes du mouvement presto se mélangèrent au rugissement du V12, une bande sonore parfaite pour sa libération. Pour la première fois en une décennie, elle laissa tomber sa tête en arrière contre l'appui-tête. Elle ferma les yeux 1 seconde et laissa le vent et la musique la nettoyer. Elle n'a pas seulement obtenu la voiture, elle a obtenu la justice. Le pouvoir de la justice réside dans les détails. Pensez-vous que Catherine a mené sa vengeance trop loin? Ou Marcus méritait-il chaque seconde de sa chute? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment pensez-vous que Marcus a passé sa première nuit derrière les barreaux? Et si cette histoire de pouvoir, de trahison et de la douce victoire d'un esprit brillant vous a captivé, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer plus d'histoires comme celle-ci, où la reine, à la fin, renverse toujours le roi. Quel autre méchant de la haute société espagnole aimeriez-vous voir tomber?
Laissez-nous vos suggestions.